à toutes et tous, correction de l'exercice PTA 118. Donc on vous dit qu'on jette dans 1 litre d'eau à 15 degrés, 20 grammes de glace à moins 15 degrés. Donc là, il faut imaginer un peu la situation. On a un gros seau avec 1 litre d'eau, voilà une bouteille d'eau quoi, remplie d'1 litre d'eau, et on met un glaçon dedans, 20 grammes, voilà, un gros glaçon, à moins 15. Donc bien sûr, le glaçon va fondre au contact de l'eau qui est à 15 degrés, et l'eau à 15 degrés va se refroidir. On suppose également que l'ensemble est adiabatique, autrement dit qu'en fait, le système complet, eau liquide plus glace et ses multiples de transformation derrière, ou plutôt mon kilo d'eau et mes 20 grammes de glace, ne reçoivent aucune énergie sous forme thermique de l'extérieur. Donc pour ça, on va essayer de faire un espèce de dessin dans cette histoire-là pour bien comprendre ce qui se passe. Donc j'ai mon système complet qui est là. Voilà, je vais modéliser le fait qu'il est adiabatique en faisant, comme d'habitude, cette voilà, petite symbolique, en disant qu'il y a une paroi adiabatique, d'accord. Et en gros, je vais donc avoir deux systèmes. Mon premier système, ça va être mon eau liquide. Voilà, je ne sais pas trop comment je vais faire ça. Voilà, donc ça, c'est mon kilo d'eau. D'accord. Voilà. Donc ce système-là, je vais l'appeler sigma 1. Voilà. Donc ça, c'est 1 kg à 15 degrés et sous forme liquide. Et puis j'avais un deuxième système que je vais représenter, je sais pas, en violet par exemple. Hein, voilà, comme ça. Hop. Et ce deuxième système, c'est donc 20 grammes à moins 15 degrés Celsius. Et on suppose ce truc est solide. Voilà. Alors, ce sont des systèmes. Je rappelle qu'un système n'est pas nécessairement connexe, donc mon système violet va se disperser dans mon système rouge, en particulier quand il va fondre. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que en fait, on va avoir un état final qui va être le suivant. Donc, pareil, je vais refaire un petit dessin. Mon état final, je vais mettre là, voilà. Donc, ça va être tout simplement mon enceinte adiabatique ici. Et d'après ce que vous raconte l'énoncé, ou ce que votre sens commun vous raconte quand même, l'état final, c'est que grosso modo, alors on va avoir toujours les mêmes systèmes, ça c'est extrêmement important à comprendre. Donc j'aurai toujours mon système sigma 1, d'accord, voilà. Mais ce truc-là sera une température θF que je ne connais pas. Ce sera sous format liquide, et par contre la matière n'ayant pas changé, il y aura toujours 1 kg. Et mon deuxième système, en violet, voilà, il sera dispersé un peu partout, hein, on ne sait pas trop où il sera, mais il est toujours là. Et ce qu'on sait, c'est que comme ils sont en contact thermique, il sera aussi à θF. D'accord. Ces deux températures sont les mêmes. Et on aura toujours 20 grammes. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'il sera sous forme liquide. D'accord. Voilà l'idée. Donc, et la chose qu'on sait dans cette histoire-là, c'est que en fait, comme on n'a que des phases condensées incompressibles, liquides ou solides, et ce qu'on sait en fait, c'est que dans mon système, entre ce truc-là et ce truc-là, eh bien en fait, delta H est égal à 0, tout simplement parce que c'est égal au transfert thermique. Donc le delta H total entre l'état initial et l'état final, ça vaut 0. Ça c'est la première chose. J'ai oublié de donner un nom à mon deuxième système, il s'appelle bien évidemment sigma 2. Alors là on va utiliser deux choses. On voit que le système 1 et le système 2 sont des systèmes essentiellement disjoints. D'accord. Il n'y a pas de molécules communes aux deux systèmes, et donc on va utiliser l'additivité de H, c'est-à-dire qu'en fait, or, delta H total entre l'état initial et l'état final, c'est tout simplement en fait la variation de l'enthalpie du système 1 entre l'état initial et l'état final, plus la variation d'enthalpie du système 2 entre l'état initial et l'état final. Ça, c'est à cause de l'additivité de H. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ensuite on va faire un truc relativement simple. Comme H est une fonction d'état, en fait on va décomposer les diverses transformations de chacun des deux systèmes en des choses qu'on sait faire. Alors pour le premier système, je n'ai pas à me poser de questions, c'est assez simple. Delta H1 entre l'état initial et l'état final, qu'est-ce qui arrive à mon système 1? C'est pas très compliqué, vous avez sa masse, que je vais appeler M1 pour l'instant, qui vaut 1 kg. Et bien en fait, il reste sous état liquide, d'accord, et il change juste de température. Donc on va avoir tout simplement ce truc-là que je vais écrire comme ça, c'est donc la masse fois la capacité thermique massique de l'eau liquide, puisque c'est liquide, multiplié par la différence de température entre le début et la fin, multiplié par la variation de température. Ça c'est simple. Alors pour delta H2, par contre, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, mon système 2, il lui arrive plein de choses.
Et donc, en fait, mon système 2, je vais imaginer en fait, bien sûr, en vrai, ce qui va se passer, c'est que la glace, il y a une partie qui va fondre, qui va se réchauffer, le cœur va encore être en dessous de zéro. Mais comme ici, je raisonne sur une fonction d'état qui est h, je vais pouvoir décomposer ça en un chemin qui n'existe pas en vrai, mais qui va me donner littéralement le même résultat. Donc là, je vais m'intéresser uniquement à mon système 2. Voilà, donc je vais prendre ce truc-là. Et mon système 2, en fait, eh ben, je vais faire un peu ce que je fais d'habitude en calorimétrie, hein, ça passe très très bien. Au départ, il est à moins 15 degrés et il est sous forme solide. Et à la fin, mon système 2, il est à... on ne sait pas trop, finalement. Hein, il est à θf, c'est ce qu'on veut calculer. Par contre, on sait qu'il sera sous forme liquide. Et ça, je ne sais pas faire ça. Par contre, ce que je sais, c'est que entre les deux, là, comme ça, eh bien, en fait, le système a une variation d'enthalpie qui vaut delta H2, avec le IF que je vais mettre ici. Voilà, beaucoup trop d'indices dans cet exercice. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme on fait d'habitude dans ce genre de situation, quand on a des phases condensées incompressibles, enfin en tout cas quand on raisonne sur des fonctions d'état, plus exactement. Et bien, en fait, je vais décomposer ça en 3 étapes. La première va être relativement simple. Je vais supposer que mon système va à 0 degré Celsius, toujours sous forme solide, et qu'ensuite mon système passe à 0 degré Celsius sous forme liquide. Pourquoi je fais ça? Parce que la seule enthalpie de changement d'état que je connais, c'est celle à 0 degré. Et donc, j'utilise ce truc-là. Si j'avais eu d'autres données, je serais passé, je sais pas, par moins 4, par autre chose, voilà, mais ici c'est à 0 degré que je connais le truc. Et delta H2, ça va être la somme des 3 enthalpies qui sont là, qu'on peut appeler ABC par exemple, mais que je vais directement écrire. Alors, delta H2, c'est donc égal à quoi? Première étape, c'est celle-là. Cette première étape, on a donc une masse de notre système 2, que je vais appeler M2, qui est sous forme de glace, et qui a simplement une variation de température de 5 degrés. Donc ça va être Cg multiplié par 5 Kelvin. La deuxième contribution, ça va être celle-ci. Et cette transformation-là, c'est simplement une fusion intégrale du système. Donc ça va être M2 multiplié par l'enthalpie de fusion de la glace. Et cette troisième étape, ça va être tout simplement M2 de glace qui se réchauffe, c'est pas de la glace, pardon, c'est de l'eau, qui se réchauffe de la température 0 degré à la température θf, et donc ça fait une variation de température de θf. On commence à comprendre pourquoi je raisonne sur des Celsius ici. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, là, j'ai plus qu'à tout mettre ensemble parce que j'ai écrit que delta H, c'était delta H1 plus delta H2. J'ai exprimé delta H1, j'ai exprimé delta H2, et je sais que la somme des deux est égale à 0 parce que l'ensemble est adiabatique. À partir de ce moment-là, c'est pas très compliqué, on va donc tout écrire, et donc on a tout simplement le fait que M1 facteur de CE θf moins θ1 plus M2 CG facteur de 5 degrés, ou 5, ouais, je vais mettre 5 degrés, mais c'est pareil, plus M2 facteur de LF plus M2 facteur de CE θf, tout ceci est égal à 0. Est-ce qu'on peut extraire θf de ça? Bah oui, tout à fait, puisqu'en fait on a une fonction affine de θf, c'est une équation du premier degré en θf. Donc on se retrouve avec le fait que θf, alors je vais tirer un magnifique trait ici pour pas faire un trait de fraction trop moche, sur la flèche ça serait encore mieux. Voilà. Alors, c'est pas très compliqué. Au dénominateur, je vais avoir tout simplement M1 CE plus M2 CE, qui sont les termes ici et ici, qui sont en facteur de θf. Et au numérateur, je vais avoir tout ce qui reste avec un signe. Donc, je vais tout simplement avoir M1 CE θ1 moins M2 CG facteur de 5 degrés Celsius moins M2 LF. Alors, c'est intéressant de regarder les signes avant de se jeter sur l'application numérique. On voit que, en fait, ce qui va jouer sur θf, bien sûr, en bas, c'est la somme des deux masses. Ça, c'est pas très intéressant. Mais surtout, on voit que plus θ1 va être élevé et plus θf va être grand. Et au contraire, plus on aura une masse M2 importante, plus en fait θf va être basse, tout simplement parce qu'effectivement, en fait, on va pomper de l'énergie dans le système 1 pour faire, d'une part, changer de température le glaçon et ensuite le faire fondre. Voilà. Et ensuite, ceci va être divisé tout simplement par le mélange des deux systèmes lorsqu'ils sont sous phase liquide.
Alors, il suffit de sortir sa calculatrice et en fait, il faut un peu prier parce qu'il n'y a aucune raison. Là, tant qu'on n'a pas mis de chiffres dedans, en tout cas, il n'y a aucune raison que θf soit positif. Or, on a supposé que le système était sous forme liquide à la fin. Et donc, eh bien, si le système est sous forme liquide à la fin, ça signifie que le résultat doit être plus grand que 0 degré. Alors ça va marcher tout simplement parce que M1 ici est très grand et que M2 est assez faible. Mais il faut bien se rendre compte que si on avait une masse M1 beaucoup plus faible, on pourrait avoir en fait pas ce bon état final et donc cette hypothèse pourrait être mauvaise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les valeurs numériques que je vais utiliser pour mon calcul. Et je vais tout simplement, comme j'ai un rapport, essayer de me prendre la tête le moins possible. Donc, on a 1 litre d'eau, c'est-à-dire 1000 grammes. D'accord, voilà. Mon trait est épouvantablement pas droit. Donc, je vais le refaire. Voilà. Donc, j'ai tout simplement 1000 grammes d'eau pour M1. Voilà. Et en fait, je vais tout simplement utiliser les choses en calories, tout simplement, parce que ça vaut 1, et ça va être très très bien. Donc là, j'ai tout simplement une calorie par gramme, et par Kelvin. θ1 vaut tout simplement, et en fait, ou plutôt par degré, voilà, je vais mettre comme ça, voilà, en degrés Celsius, voilà. θ1 vaut tout simplement 15 degrés, si je me souviens bien, oui c'est ça, c'est 15 degrés, multiplié par 15 degrés, ça se passe bien. Moins, c'est 20 grammes si je ne me trompe pas, donc j'ai 20 grammes. La capacité calorifique de la glace, donc ça vaut 0,5 calories par gramme et par degré Celsius multiplié par 5 degrés Celsius. Voilà, j'ai un petit problème ici. Et moins, je le mets au-dessus, hein, histoire qu'on voit quelque chose. Moins donc 20 grammes multiplié par, et ça, il faut que je regarde les données, je ne les connais pas par cœur. L'enthalpie de fusion, c'est 334 joules par gramme. Donc, je vais le remettre en calories. 334 divisé par 4,18. Ça fait, 60, ça fait 80 joules par gramme. Donc, on est parti. Que je retrouve mes petits. Voilà, moins 20 grammes multiplié par 80 calories par gramme. Et le tout divisé par toujours 1000 grammes multiplié par 1 calorie par gramme plus 20 grammes multiplié par 1 calorie par gramme. Alors je vérifie que toutes mes unités se sont bien passées, hein. Il ne devrait pas avoir de problème. Donc on essaie de trouver des Celsius à l'arrivée quand même. D'ailleurs ici c'est des Celsius, hein. Voilà, ça serait peut-être pas mal de l'écrire, moins 1, Celsius moins 1. Alors les grammes disparaissent, les températures disparaissent, donc en haut en fait grosso modo on se retrouve uniquement avec des calories qui vont simplifier avec celles du bas, donc ça se passe plutôt bien. Donc en haut je vais essayer de tout réorganiser pour que ce soit un peu moins laid cette histoire et qu'on puisse avoir quelque chose de confortable à recopier à la calculatrice. Donc in fine on a des degrés Celsius et en haut j'ai tout simplement 1000, pas 1060, 1000. 1000 que multiplie 15, moins 20 que multiplie 0,5, moins 20 que multiplie 80, et le tout divisé par, en fait, tout simplement 1020. Voilà, là je peux tout simplement sortir ma calculatrice, ça va mieux se passer. 1000 fois 15, moins 10, quand même, et moins 20 fois 80, le tout divisé par 1020. Et on trouve tout simplement 13 degrés. 13,1 degrés si on veut pousser un peu la précision. Alors, on trouve déjà quelque chose de plus petit que 15 degrés, c'est normal et c'est heureux, ça serait quand même très très triste de ne pas trouver quelque chose de plus petit que 15 degrés. Mais on trouve également quelque chose de largement au-dessus de 0, hein, c'est normal, la quantité de glace qu'on a introduite là-dedans est assez faible. Donc vous allez avoir un liquide qui va grosso modo encaisser à peu près facilement tout ce qu'il faut fournir comme énergie sous forme thermique pour faire monter l'intégralité de la température. Voilà. Donc voilà. Et c'est terminé si je me trompe pas. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans cette histoire. Effectivement, on détermine la température finale et là donc 13,1 degrés Celsius. Et bien donc c'est terminé pour cette histoire. Il y a énormément de méthodes dans cet exercice. Ça vaut vraiment le coup de le regarder très très attentivement. Mais pour celui-là c'est terminé. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections. Excusez-moi, je remets ça un peu comme ça.